Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, une révolution de l'esprit. Imaginez un monde où un cerveau endommagé peut se réparer lui-même, où une personne condamnée à l'immobilité retrouve la marche, où un enfant jugé arriéré mental dévoile un génie caché. Ce monde n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité que révèle la neuroplasticité, cette capacité méconnue du cerveau à se remodeler tout au long de la vie. Pendant des siècles, on a cru que notre cerveau était figé après l'enfance, comme une machine au circuit immuable. Si une pièce cassait, on ne pouvait que compenser tant bien que mal. Mais cette vision fataliste s'effondre. Grâce aux travaux de pionniers, nous savons désormais que le cerveau est un paysage vivant en perpétuelle transformation. Chaque pensée, chaque expérience, chaque effort d'apprentissage y creuse de nouveaux chemins, renforce des connexions et parfois même invente des détours inattendus pour contourner des lésions. Cette découverte ne change pas seulement la médecine, elle redéfinit ce que signifie être humain. Elle nous dit que nos limites ne sont pas des murs, mais des portes à pousser. Le cas miraculeux de Cheryl. Quand la langue remplace l'équilibre. Prenons l'histoire bouleversante de Cheryl Shields. Après une banale opération, un antibiotique puissant, la gentamicine, détruisit 98% de son oreille interne, siège de l'équilibre. Résultat, Cheryl vivait en chute libre permanente. Debout, elle oscillait comme un funambule au bord du vide. Marcher sans s'appuyer au mur était impossible. Les médecins furent catégoriques, c'est irréversible. Son système vestibulaire, disait-il, était comme une rétine brûlée, impossible à remplacer. Mais Paul Bachirita, un chercheur visionnaire, refusa ce verdict. Il savait que le cerveau ne se résume pas à des zones spécialisées figées. Son idée fait audacieuse. Et si l'on pouvait détourner un autre sens pour remplacer l'équilibre perdu ? Il conçut un casque équipé d'un accéléromètre détectant les mouvements de la tête, relié à une fine bande de plastique couverte d'électrodes posée sur la langue de Cheryl. L'appareil transformait les informations d'équilibre en petits picotements électriques sur sa langue. Le résultat fut stupéfiant. Dès la première séance, Cheryl, les yeux fermés, lâcha son appui et resta debout sans trembler. Ce n'était pas un gadget temporaire. Après plusieurs sessions, son cerveau apprit à interpréter ces signaux tactiles comme des informations vestibulaires. Mieux encore, l'effet persistait après le retrait de l'appareil. Peu à peu, grâce à cette stimulation, les zones saines restantes de son oreille interne et d'autres voies nerveuses dormantes se réveillèrent. Aujourd'hui, Cheryl danse. Elle n'est plus une titubante. Son cerveau avait trouvé une nouvelle route là où la carte médicale n'en voyait plus. Cette histoire illustre un principe clé de la neuroplasticité. Le cerveau ne voit pas avec les yeux, il entend avec les oreilles ou ressent l'équilibre avec l'oreille interne. Il perçoit avec le cortex. Nos organes sensoriels ne sont que des portes d'entrée. L'information, qu'elle soit lumineuse, sonore ou liée au mouvement, devient dans les nerfs un langage universel, des influx électriques. Le vrai travail de perception, de compréhension, se fait dans le cerveau. Si une porte d'entrée est bloquée, comme l'oreille interne de Cheryl, on peut en ouvrir une autre, sa langue, et rééduquer le cortex pour qu'il décode ces nouveaux signaux. Bachirita l'a prouvé dès les années 1960 avec un fauteuil transformant des images caméra en vibrations sur le dos de non-voyants qui se mirent à voir avec leur peau. De l'arriéré mental à pionnière de la rééducation cérébrale. L'histoire de Barbara Arrowsmith-Young est un autre coup de tonnerre. Enfant, elle présentait un cocktail déroutant de handicap. Elle confondait sa droite et sa gauche, ne comprenait pas les relations logiques, le frère du père verse le père du frère, lisait l'heure avec une angoisse insurmontable, écrivait en miroir et trébuchait sans cesse. On la déclara bloquée mentalement. Ses enseignants la croyaient paresseuse ou rebelle. En réalité, son cerveau présentait une asymétrie frappante. Une mémoire phénoménale cohabitait avec des zones défaillantes, notamment à la jonction des lobes temporal, langage, pariétal, espace, et occipital, vision, là où s'intègrent les symboles et les relations. Sa vie bascula quand elle lut le journal de Lev Zatsetsky, un soldat russe blessé à la tête durant la Seconde Guerre mondiale. Sa balle avait endommagé précisément cette zone de l'intégration symbolique. Comme Barbara, il était perdu dans un brouillard de fragments incohérents, incapable de lier les idées.
Mais la lecture d'un autre chercheur, Mark Rosenzweig, lui apporta l'étincelle d'espoir. Rosenzweig avait montré que des rats élevés dans un environnement stimulant développaient des cerveaux plus lourds, mieux vascularisés, avec plus de connexions. Le cerveau pouvait changer. Barbara eut une intuition géniale. Et si elle pouvait muscler sa zone défaillante par des exercices intensifs? Elle créa un programme sur mesure. Pour la lecture de l'heure, son point noir, elle s'entraîna des heures avec des cartes montrant des horloges complexes, vérifiant chaque réponse, analysant sans relâche le mouvement des aiguilles. L'effort fut titanesque, épuisant. Mais au fil des semaines, l'impossible se produisit. Non seulement elle lisait l'heure, mais sa compréhension de la grammaire, de la logique, des maths s'améliora radicalement. Elle commença à comprendre les conversations en temps réel. Elle avait littéralement reconstruit la zone lésée de son cerveau par l'exercice répété. Forte de sa propre guérison, Barbara fonda l'école Arrowsmith. Sa méthode, un diagnostic précis des fonctions cérébrales déficitaires, mémoire, logique, coordination motrice, traitement spatial, etc., suivi d'exercices intensifs et progressifs sur ordinateur pour les renforcer spécifiquement. Les résultats sont spectaculaires. Des enfants diagnostiqués incurables rattrapent des années de retard scolaire. Un adolescent incapable de lire au-delà du niveau CP atteint un niveau collège en 14 mois. Un artiste doué mais incapable de reconnaître les formes développe son talent. Un avocat brillant mais bredouillant aux audiences retrouve son éloquence. Le principe est simple mais révolutionnaire. On ne compense pas le handicap, on répare le maillon faible du cerveau. Comment le cerveau se reconstruit? Les découvertes fondamentales de Merzenich. Si Barbara a appliqué la neuroplasticité, Michael Merzenich en a percé les mécanismes intimes. Ce neuroscientifique américain est considéré comme le pape de la plasticité cérébrale. Ses expériences sur des singes ont démontré, image par image, neurone par neurone, comment l'expérience remodèle notre matière grise. Imaginez le cortex sensoriel, la zone qui traite le toucher, comme une carte géographique du corps. Chez le singe, chaque doigt, chaque phalange a son territoire dédié de neurones. Merzenich fit une expérience simple mais géniale. Il entraîna des singes à utiliser intensivement 2 doigts spécifiques pour une tâche, trier des graines. Après quelques semaines, il observa un phénomène stupéfiant. Les territoires corticaux dédiés à ces 2 doigts s'étaient considérablement agrandis, grignotant l'espace des doigts voisins moins utilisés. Le cerveau avait redessiné sa carte pour accorder plus de puissance de traitement aux doigts sursollicités. L'inverse est tout aussi vrai. Si on coupe un nerf sensoriel, rendant un doigt muet, son territoire cortical est rapidement colonisé par les doigts adjacents actifs. Le cerveau déteste le vide. Ces expériences prouvent 2 lois fondamentales de la neuroplasticité. 1. Use it or lose it. Les circuits neuronaux non utilisés s'atrophient et sont récupérés. 2. Neurons that fire together wire together. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. L'entraînement répété renforce les connexions entre les neurones impliqués. Merzenich comprit que ces principes expliquaient bien des mystères. Pourquoi les chauffeurs de taxi londoniens ont-ils un hippocampe, siège de la mémoire spatiale, plus gros que la moyenne? Parce qu'ils s'entraînent quotidiennement à naviguer dans le dédale des rues de Londres. Pourquoi les musiciens ont-ils un cortex auditif plus développé? Parce qu'ils affinent sans cesse leur perception des sons. Notre cerveau est le reflet de nos expériences et de nos efforts. Mais Merzenich alla plus loin. Il appliqua ses découvertes pour créer des programmes d'entraînement cérébral comme Fast Forward, destinés aux enfants dyslexiques ou avec des troubles de l'apprentissage. Ces logiciels présentent des exercices auditifs et linguistiques très progressifs et intensifs, obligeant le cerveau à affiner sa discrimination des sons et sa vitesse de traitement. Les résultats? Des améliorations spectaculaires de la lecture et de la compréhension, visibles même à l'IRM. Les zones du langage s'étaient réorganisées et renforcées. Merzenich avait montré qu'on pouvait reconstruire un cerveau plus efficace par l'entraînement ciblé. Guérir après un AVC. La plasticité contre le destin. L'une des applications les plus émouvantes de la neuroplasticité est le traitement des séquelles d'accidents vasculaires cérébrales. Pendant longtemps, on pensait que la fenêtre de récupération se limitait à quelques mois. Après, les dégâts étaient stabilisés, irréversibles. La paralysie d'un bras, les troubles de la parole étaient une fatalité. La neuroplasticité balaie au pessimisme. L'histoire du père de Paul Bach-Rita en est une preuve poignante.
Victime d'un AVC massif à 65 ans, il fut paralysé du visage et du côté droit, incapable de parler. Les médecins le condamnèrent à l'invalidité permanente. Mais son fils, Georges, étudiant en médecine ignorant les dogmes de la rééducation, décida de le soigner à la maison. S'inspirant du développement d'un bébé, il le fit d'abord marcher à quatre pattes, puis leva des poids avec son bras paralysé, lui fit laver des casseroles, ramasser des pièces. L'entraînement fut long, pénible, décourageant. Mais au bout d'1 an, Pedro Bacrita retourna enseigner. À son autopsie, suite à une crise cardiaque 7 ans plus tard, on découvrit l'étendue des dégâts initiaux. 97% des nerfs reliant son cortex moteur à sa moelle épinière étaient détruits. Son rétablissement miraculeux ne pouvait s'expliquer que par une réorganisation massive de son cerveau. D'autres zones avaient pris le relais du contrôle moteur. Ce cas n'est pas isolé. On sait aujourd'hui que même des années après un AVC, une rééducation intensive et ciblée peut réveiller des zones cérébrales voisines de la lésion ou même des régions plus éloignées pour reprendre les fonctions perdues. Le secret, la répétition, l'intensité et la pertinence. Il ne s'agit pas de faire des mouvements passifs, mais de recréer des activités significatives, saisir une tasse, articuler un mot précis avec un effort mental soutenu. Les progrès sont souvent lents, avec des paliers décourageants. Mais ces paliers correspondent souvent à des phases de consolidation où le cerveau intègre silencieusement les nouveaux circuits. La persévérance paie, des patients remarchant après des années en fauteuil roulant, des aphasiques retrouvant la parole en témoignent. Christopher Reeve, l'acteur de Superman devenu tétraplégique, a récupéré une partie de sa sensibilité et de sa motricité après 7 ans d'un travail acharné basé sur ces principes. L'espoir n'a plus de date de péremption. Vieillissement, mémoire et Alzheimer, garder son cerveau vif. La neuroplasticité change aussi radicalement notre regard sur le vieillissement cérébral. On croyait que la perte de dizaines de milliers de neurones chaque jour menait inéluctablement au déclin. Faux! Si la mort neuronale est réelle, 2 phénomènes plastiques la compensent largement. 1. La naissance de nouveaux neurones, même à l'âge adulte, notamment dans l'hippocampe, siège de la mémoire. 2. La capacité des neurones restants à développer de nouvelles connexions et de nouvelles voies de communication, contournant les portes fermées. Le cerveau qui vieillit n'est pas condamné à perdre, il est condamné à gagner si on l'entraîne. Michael Merzenich l'a démontré. Ces programmes d'entraînement cérébral pour seniors, comme ceux de Brain HQ, ne sont pas des gadgets. Ils ciblent des fonctions spécifiques, mémoire, vitesse de traitement, attention, prise de décision. L'entraînement doit être intense, régulier et surtout proposer des défis nouveaux pour forcer le cerveau à s'adapter. Les bénéfices sont tangibles. Une mémoire plus vive, une meilleure concentration, une plus grande rapidité d'esprit. Des études montrent que ces gains se traduisent dans la vie quotidienne, moins de risques de chute grâce à un meilleur traitement spatial, une plus grande autonomie. Plus fascinant encore, un haut niveau culturel et une activité cognitive régulière retardent l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Parce qu'ils créent une réserve cognitive, un réseau de connexions neuronales plus dense et plus résilient. Même si des plaques amyloïdes toxiques, caractéristiques d'Alzheimer, apparaissent, un cerveau entraîné compense mieux les dommages. La neuroplasticité construit une armure contre la démence. Mais la santé du cerveau ne repose pas que sur l'exercice mental. L'hygiène de vie est cruciale. L'activité physique augmente l'oxygénation cérébrale et stimule la production de facteurs de croissance neuronale, comme le BDNF, favorisant la naissance de nouveaux neurones et connexions. 1 heure de marche par jour fait des miracles. L'alimentation riche en antioxydants, fruits, légumes colorés, poissons gras, protège les neurones des radicaux libres, ces déchets toxiques qui accélèrent le vieillissement. Le contrôle de l'hypertension, du diabète et du cholestérol est vital car ces maladies endommagent les vaisseaux sanguins du cerveau, augmentant le risque d'AVC et de démence. La gestion du stress chronique est primordiale, le stress produit des corticoïdes qui, en excès, détruisent les neurones de l'hippocampe et abîment les synapses. Yoga, méditation, thérapie, apprendre à se détendre est un acte médical pour le cerveau.
Amour, sexualité et dépendance quand le cerveau se reconfigure. La neuroplasticité éclaire aussi des domaines inattendus comme l'amour, la sexualité ou les addictions. On pensait nos préférences sexuelles figées par des instincts ou des hormones. En réalité, elles sont largement façonnées par notre histoire, surtout dans l'enfance et l'adolescence, période de grande plasticité cérébrale. L'hypothalamus et le système limbique, siège du plaisir et des émotions, développent alors des connexions en fonction de nos expériences. Un enfant élevé dans la tendresse cherchera ses qualités chez son partenaire. Un enfant confronté à la violence aura tendance à reproduire ce schéma. Nos premières expériences amoureuses câblent notre cerveau pour l'amour futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est définitif. Quand nous tombons amoureux, c'est une tempête neuroplastique. Des réseaux entiers de neurones se réorganisent, de nouvelles connexions se créent. Et si une relation se termine, le cerveau peut se défaire de ces connexions et en tisser de nouvelles. Nous pouvons vivre plusieurs amours et nos préférences peuvent évoluer. Ce pouvoir de reconfiguration explique aussi comment on peut changer de mauvaises habitudes ou guérir des dépendances. Le principe use it or lose it s'applique aussi au circuit de la récompense et de l'addiction. Si on arrête de solliciter le circuit neuronal associé à une drogue ou à un comportement compulsif, jeu, vérifications excessives, il finit par s'affaiblir. En parallèle, en stimulant des émotions positives et des activités gratifiantes alternatives, sport, relations sociales, hobbies, on renforce de nouveaux circuits qui peu à peu remplacent les anciens. C'est le fondement des thérapies comportementales efficaces contre les troubles obsessionnels compulsifs, TOC ou les dépendances. On ne supprime pas le mauvais circuit, on le laisse dépérir en cultivant un meilleur. L'avenir de la neuroplasticité. Des possibilités vertigineuses. Les applications de la neuroplasticité ne font que commencer. Les recherches ouvrent des horizons stupéfiants. Les implants cérébraux. Des électrodes implantées dans le cerveau de personnes paralysées peuvent détecter leurs pensées de mouvement et actionner des prothèses robotisées ou des curseurs d'ordinateur. Un jeune Autrichien amputé contrôle déjà sa main bionique par la pensée. La stimulation magnétique, TMS. En appliquant des champs magnétiques sur le crâne, on peut moduler l'activité de zones cérébrales spécifiques. Déjà utilisée contre la dépression sévère, elle pourrait aider à réactiver des zones endormies après un AVC ou à améliorer l'apprentissage. Les cellules souches neuronales. Contrairement au dogme, le cerveau adulte contient des cellules souches capables de se transformer en nouveaux neurones. Stimulées par l'exercice physique et mental, elles pourraient rajeunir le cerveau. Les recherches explorent leur potentiel pour traiter Parkinson, Huntington ou Alzheimer en implantant des neurones sains dans les zones malades. La psychiatrie revisitée. La neuroplasticité explique pourquoi les psychothérapies et les antidépresseurs agissent. Les thérapies comportementales créent de nouvelles connexions en introduisant des réponses alternatives. Les antidépresseurs, eux, stimulent la croissance neuronale dans l'hippocampe, une zone souvent atrophiée dans la dépression. Conclusion. Le cerveau, chef d'œuvre d'adaptation. La découverte de la neuroplasticité est une révolution copernicienne pour les neurosciences. Elle enterre le mythe du cerveau machine figé. Elle nous révèle un organe dynamique, sculpté par l'expérience, assoiffé d'apprentissage, capable de se réparer et de se réinventer à tout âge. Cette plasticité est un double tranchant. Elle nous rend vulnérables aux influences négatives, stress, traumatisme, habitudes néfastes, mais elle nous offre aussi un pouvoir immense, celui de changer, d'apprendre, de guérir et de nous dépasser. Les histoires de Cheryl, de Barbara, du père de Bakirita et les découvertes de Marzenich ne sont pas des exceptions. Elles sont la preuve vivante que notre potentiel cérébral est bien plus grand que nous l'imaginions. Elles nous disent que l'effort, la répétition et la persévérance ne sont pas vains, ils sculptent littéralement notre matière grise. Elles offrent un message d'espoir radical. Quelle que soit notre histoire, notre âge ou nos blessures, physiques ou psychiques, nous avons la capacité, en comprenant et en utilisant la neuroplasticité, de transformer notre cerveau et donc de transformer notre vie. Le cerveau humain n'est pas un ordinateur préprogrammé. C'est une symphonie en perpétuelle composition, où chaque nouvelle note, chaque nouvel effort, chaque nouvelle connexion nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. La neuroplasticité est l'outil de cette libération. À nous de l'utiliser. Abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant et laissez un commentaire pour exprimer votre opinion sur ces idées. Je rédige des résumés des ouvrages les plus importants en psychologie et en développement personnel et j'espère que ce contenu sera utile.